Donc on vous propose un atelier, une conférence qui s'appelle Rénovation et précarité énergétique, outils financement au service des territoires. Et donc on est deux programmes certificats d'économie d'énergie représentés ici pour vous parler des enjeux liés au financement que rendent possible les certificats d'économie d'énergie connectés aux enjeux liés à la rénovation énergétique du parc privé, avec Maëlys Biennet qui représente le programme ByRénov', Thomas Chevigny qui est le directeur de l'action sociale du CCAS de Grenoble, et moi-même qui travaille pour une structure qui s'appelle Claire Solutions et qui coordonne le programme SLIM, qui est un dispositif éligible au certificat d'économie d'énergie. Alors c'est quoi ces dispositifs C2E déjà? Il faut comprendre que les C2E, ils ont vocation à inciter la mise en place d'actions qui n'existeraient pas sans ces financements. Et ils permettent donc de compléter les dispositifs d'action publique nationale et locale dans une dimension à la fois collective et individuelle, puisque les C2E peuvent être aussi distribués à des particuliers qui font des travaux chez eux. Je vais rappeler aussi qu'en matière de rénovation énergétique, la politique publique locale repose sur des pactes territoriaux, dont vous êtes peut-être familiers pour un certain nombre d'entre vous. Et l'un des volets de ces pactes territoriaux concerne la communication, la sensibilisation et l'information du public, notamment des ménages qui sont possiblement très éloignés des dispositifs d'aide à la rénovation parce qu'ils n'ont pas d'argent, les ménages les plus pauvres et les plus modestes, pour justement les inciter à aller solliciter les aides publiques et les accompagnements disponibles via ces pactes territoriaux dans les territoires qui sont portés donc par des politiques publiques locales. Or, souvent, concernant le parc de logements privés, les élus ont parfois tendance à considérer que ce n'est pas forcément leur domaine d'action privilégié, parce que c'est justement du parc privé, et que donc ils n'ont pas forcément à intervenir énormément sur ce champ d'action, que ça ne relève pas de leurs prérogatives, alors que dans la réalité, c'est bien une compétence dévolue aux élus locaux, puisqu'ils sont compétents sur le repérage des logements dégradés, la lutte contre l'habitat indigne, l'amélioration globale de la qualité du parc de logements privés, la lutte contre la vacance, les accompagnements sociaux pour les publics locataires et propriétaires occupants. Donc il y a de nombreux domaines d'action sur lesquels les élus sont compétents, en lien avec la rénovation énergétique du parc privé et la lutte contre la précarité énergétique. On va vous parler principalement aujourd'hui de deux programmes. Il y en a un troisième qu'on vous a mis parce que c'est aussi un programme qui est éligible au certificat d'économie d'énergie et qui permet donc de financer des actions locales en plus de ce qui existe déjà et qui est bien chaîné avec le programme SLIM qui est en haut, qui est un dispositif de repérage et d'accompagnement des ménages les plus fragiles, quel que soit leur statut d'occupation, dans le parc privé comme dans le parc social, et qui consiste à outiller et financer les collectivités territoriales, et exclusivement les collectivités territoriales, qui mettent en place ce programme, et donc des actions de repérage et d'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. À côté de ça, on a le programme ByRénov', qui est là ciblé sur la dimension du parc locatif privé et qui cible les propriétaires bailleurs, les PB, si jamais Maëlys oublie de signifier ce que veut dire l'acronyme, c'est les propriétaires bailleurs, et les locataires qui sont toutes catégories de revenus. L'idée, c'est de les accompagner et tu vas un petit peu détailler en quoi consiste cet accompagnement. Et enfin, un autre programme qui s'appelle Territoire zéro exclusion énergétique, qui concerne là l'accompagnement à la rénovation, donc des projets de travaux très ambitieux pour des ménages en grande fragilité financière. Et donc l'idée du programme TZE, c'est de venir surfinancer l'accompagnement de ces publics-là par rapport à ce qui existe dans les dispositifs classiques MaPrimeRénov' et Mon Accompagnateur Rénov', où le nombre de jours dédiés à l'accompagnement est souvent insuffisant pour sortir des travaux ambitieux chez des ménages très modestes. Donc voilà, je vais vous dire que le fil rouge de l'atelier, c'est justement de mettre en parallèle la coordination de ces actions et comment ces actions, donc financées par les C2E, dans des programmes qui sont mis en place de manière volontaire sur les territoires, se chaînent et s'articulent aussi avec les dispositifs nationaux et locaux de droit commun qui existent là dans tous les territoires. Je pense que j'ai fait le tour pour l'introduction. Et donc, je vais commencer par passer la parole à Maëlys Biennet pour lui demander le programme ByRénov' répond en fait à quels enjeux et à quelles politiques publiques, quelles compétences des élus en matière de rénovation du parc de logements privés. Oui,
Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Déjà, par quoi commencer? Les compétences des élus. Les élus locaux, ils disposent de plusieurs compétences en matière d'habitat, de transition énergétique, de précarité énergétique. Et dans ce champ d'action, le parc locatif privé, il est vraiment central. Si on reprend les chiffres de l'Observatoire national de la rénovation énergétique en 2024, il y a 16% du parc locatif privé, soit 1,3 million de logements qui sont en étiquette F ou G. Donc on voit bien que c'est une part colossale et c'est une part surtout qui est beaucoup plus importante dans le parc privé que chez les propriétaires occupants. Donc les élus locaux, ils ont un réel enjeu de rénovation du parc locatif privé qui conditionne leur capacité à offrir des logements décents, accessibles et durables sur leur territoire. Et nous, chez BayRénov, on affirme que le dispositif il répond à ces compétences parce que ce dispositif il s'adresse exclusivement à ses propriétaires bailleurs et on a surtout une priorité qui est donnée aux logements EF et G ou les logements vacants. Et on présente BayRénov comme un dispositif d'aller vers via des actions de sensibilisation, d'information et d'orientation de ses propriétaires bailleurs et des locataires. Ça, c'est une autre partie de notre action. Pourquoi c'est un dispositif d'aller vers? Parce qu'on va chercher à capter les propriétaires bailleurs et à leur donner un premier niveau d'information et de lever en fait tous les quiproquos, les incompréhensions qu'ils peuvent avoir sur le DPE, sur la loi climat et résilience, sur les aides, des informations fiscales, etc. Et en fait autant d'informations qui sont des points bloquants dans leur engagement dans le parcours. Et la finalité de notre accompagnement, c'est vraiment de les orienter après vers les interlocuteurs locaux les plus pertinents en fonction de leurs projets sur leur territoire. L'objectif partagé entre BayRénov et les élus locaux, c'est vraiment de ne pas sortir de logements du parc locatif. On voit que ce soit dans le parc privé et dans le parc social, c'est un champ d'action qui est vraiment très tendu. Donc c'est de ne pas sortir les logements du parc et d'anticiper les échéances qui sont inscrites dans la loi climat et résilience et d'améliorer en fait la qualité aussi du parc locatif privé. Donc il y a de ce côté-là BayRénov qui participe à l'amélioration de la qualité du parc, la lutte contre la vacance. BayRénov contribue aussi à une offre plus sociale parce que les acteurs locaux donc, qui déploient le programme, qui sont les associations Solia, les ADIL, les chambres locales de l'UNPI et Habitat Humanisme, ont toute une vocation sociale assez forte. Et lors de nos actions, il y a vraiment une mise en avant du conventionnement avec Travaux, donc de l'ANA, pour justement mettre en avant ce dispositif qui est une approche finalement assez gagnant-gagnant pour le propriétaire et pour les ménages les plus modestes. Voilà. Merci Maëlys. Je me suis rendu compte en t'écoutant que j'avais oublié de faire un point sur le déploiement de ces programmes au niveau national. Donc je vais le faire vite fait maintenant avant de passer la parole à Thomas Chevigny. Le programme SIM il est déployé aujourd'hui dans 55 territoires. La moitié, c'est des départements. Et il y a des appels à candidature réguliers pour pouvoir permettre à de nouvelles collectivités qui auront envie de mettre en place un dispositif type SLIM et de bénéficier des cofinancements possibles via les C2E jusqu'à fin 2027. Financement exclusif des collectivités territoriales, ingénierie, toutes les actions liées au programme et de leurs partenaires locaux si jamais ils sont financés par les collectivités directement. Concernant BayRénov, effectivement, il y a plusieurs consortiums locaux qui sont déployés dans tous les départements, c'est ça. Donc il y a un consortium BayRénov dans chaque département avec les 4 associations que tu as mentionnées, l'ADIL, Solia, l'UNPI et Habitat et Humanisme au maximum. Il y a des territoires sur lesquels il y a certains de ces acteurs et pas tous. Et donc ce sont ces collectifs-là qui portent le programme et réalisent des actions au niveau départemental, évidemment en bonne intelligence avec les collectivités territoriales également. Thomas Chevigny, de votre côté, est-ce que vous pouvez nous dire également pourquoi les élus de votre territoire ont souhaité mettre en place un dispositif de type SLIM et à quels enjeux ça répondait dans le territoire du grenoblois? Oui, tout à fait. Donc 55 territoires qui ont été cités, dont Grenoble. Et donc la porte d'entrée que j'ai choisie pour répondre à cette question, c'est celle de parler des personnes qui étaient concernées, des ménages qui étaient accompagnés dans le cadre de l'action du Centre communal d'action sociale du CCAS, et donc dans le cadre d'un service qui s'appelle le pôle inclusion financière. Donc la commune de Grenoble, depuis 10 ans, a une politique volontariste
sur le sujet de la lutte contre la précarité énergétique au travers d'un service qui intervient sur 3 axes, qui sont l'inclusion bancaire, la prévention contre le surendettement et la lutte contre la précarité énergétique, donc avec différents outils. Et à la rencontre de ces ménages, le service va pouvoir proposer une solution qui est adaptée aux situations rencontrées. Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, les ménages bénéficient donc d'un rendez-vous. Elles contactent ce service, sont vues en rendez-vous et les conseillères en économie sociale et familiale vont pouvoir se rendre au domicile et évaluer avec les personnes si on est dans le cadre d'un besoin d'accompagnement pour le motif de la lutte contre la précarité énergétique. Et cette action a son importance puisque les personnes qui sont concernées par la précarité énergétique ne le savent pas forcément elles-mêmes. Il va falloir lever un certain nombre de freins avec elles. Et du coup, les acteurs qu'on a pu citer sont à nos côtés pour financer les programmes et pour pouvoir les adapter à chaque territoire, puisqu'on peut parler, en fait, il y a différents modes d'habiter. Il faut pouvoir trouver la solution qui est adaptée au mode d'habiter, donc pouvoir le qualifier, le déterminer et trouver le programme qui est adapté à cette solution, mais aussi pouvoir toucher les publics, les accompagner, lever les freins. Et donc ça, c'est le rôle que le CCAS prend. Et ce service, donc, il est labellisé SLIM, donc service local intégré à la maîtrise de l'énergie depuis 2017, et donc bénéficie d'un apport et d'un soutien très direct pour son action. En complément, et du coup, la ville a souhaité donc renforcer son action en finançant un bouclier social. Donc ça, c'était en 2023, avec un fonds d'aide qui vient compléter les aides qui peuvent être apportées par les acteurs qui ont été cités. Et l'objectif, ça reste d'augmenter le nombre de ménages, donc de parler de ménages très modestes, de ménages modestes, de poursuivre des visites à domicile pour ces ménages. Et cette enveloppe, elle a pour objectif du coup de lutter activement contre la lutte contre la précarité énergétique. Donc les élus ont voulu, avec et l'apport d'experts et aussi avec une politique en fonds propres, soutenir cette dynamique et cette volonté de lutte contre la précarité énergétique. Quelques chiffres clés pour donner un ordre d'idée et se dire que ce n'est pas un sujet minime et qu'à partir du moment où on le travaille, ça a un impact très direct sur les personnes pour leur pouvoir d'achat, mais aussi sur des notions comme l'écologie, sur la santé. Donc c'est quelques chiffres clés. Le service a enregistré en 2024 2000 rendez-vous. Donc 1600 dans le cadre du point conseil budget dont je vous ai parlé, qui peut donner lieu ensuite à un accompagnement sur la lutte contre la précarité énergétique, et 500 rendez-vous qui étaient très directement ciblés sur la précarité énergétique, donc pour une ville de la taille de Grenoble. Voilà, en plus, le service peut réaliser des actions collectives à destination ou de partenaires ou de personnes pour continuer à partager les éléments de projet, les pistes, les solutions et à réfléchir avec les personnes à ce sujet-là. Merci pour ce cadrage un peu de où on part, quelles sont les raisons qui poussent un territoire à se lancer dans des actions de lutte contre la précarité énergétique. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller un peu plus peut-être dans l'opérationnel et nous présenter ce que la mise en place de ces actions a permis en termes d'accompagnement, notamment vers les travaux, puisqu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui, pour les ménages concernés, et aussi peut-être pour les services du département, la lien entre les EPCI, du territoire, voilà, tout l'écosystème un peu local, voilà, sur quoi ça débouche ce type d'action. Alors effectivement, dans le programme qui vous est présenté aujourd'hui, l'infographie est assez parlante. On voit que c'est bien un réseau qui se constitue autour de ces sujets. Et donc le SLIM est au cœur d'un des enjeux, Bail Rénov au cœur d'un autre, Territoire zéro exclusion énergétique encore d'un autre. Mais le CCAS peut apporter aussi la connaissance qu'il a du territoire et du public qui est concerné par ces actions. Et donc le programme SLIM permet déjà dans un premier temps de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par des signaux faibles, par le repérage des besoins du territoire autour de la précarité énergétique. Et donc ce repérage de la problématique, il faut pouvoir le définir collectivement et ensuite orienter vers les ménages vers le bon programme, donc vers un soutien du SLIM si c'est nécessaire ou vers un autre programme si le besoin est ailleurs. Donc c'est des partenariats étroits noués aussi avec le département, donc les SLS, puisque ces personnes sont vues aussi en accompagnement parfois dans le cadre des services locaux de solidarité, des bailleurs qui peuvent être aussi une porte d'entrée, des copropriétés également,
qui sont aussi la porte d'entrée pour aller toucher les locataires ou les propriétaires de logements. Ensuite, une fois qu'on a défini quel était le besoin et quels étaient les signaux à analyser pour définir les programmes, on a le partage des critères communs. Et donc le partage de ces critères communs qui pourrait laisser présager qu'une personne a besoin de ce programme peut prendre, comme je vous l'ai dit, racine dans divers besoins qui peuvent être un besoin budgétaire, donc sur un accompagnement au budget au démarrage, une situation d'endettement, de surendettement, un déséquilibre dans le budget, une baisse de revenus qui va du coup dans le fil de la discussion donner lieu à un échange sur la situation dans le logement et donc l'état du logement et donc ensuite les possibilités de travaux, de rénovation dans ce logement et donc de fonds pour venir financer ces travaux. Donc là on parle de ménages qui n'ont pas forcément les ressources financières pour prendre à leur charge et dans la réflexion et financièrement la réalité de ces programmes. Et donc pour ça on a des procédures spécifiques qu'on cadre avec les partenaires que je vous ai cités, donc les fournisseurs d'énergie, le département, les bailleurs. On se coordonne pour monter des informations collectives, pour organiser des permanences, pour faire de la médiation en cas d'impayé, en cas de questions sur le budget, pour du coup être aussi service orienteur. Donc les partenaires que je vous ai cités peuvent être prescripteurs et orientent vers le SLIM via le pôle inclusion financière ces ménages pour les questions qui peuvent se poser en lien avec leur logement. Et c'est bien donc les professionnels de ce service qui montent une réponse à cette action dans le cadre du SLIM. Pour ce qui est du coup du pilotage par un pôle inclusion financière, en fait par le CCAS de ces actions, en fait on voit que ça mêle très étroitement la question du pouvoir d'achat avec la question budgétaire des ménages qui sont dans leur logement et la question d'habiter, donc de l'état du logement. Et donc c'est bien ces deux sujets-là qui sont travaillés en lien étroit. Je vais ensuite passer sur un focus spécifique territoire zéro exclusion énergétique. Donc depuis 2024, la plateforme, donc toujours le même service, est investie dans ce dispositif-là avec l'ambition d'accompagner les ménages modestes et très modestes, toujours au sens de l'ANA, donc tout au long du parcours de rénovation. Et donc le projet grenoblois a été développé avec l'opérateur qui est cité, qui est Solia, enfin en tout cas qui a été cité en introduction, et du coup qui est en lien avec la plateforme, et ensemble ils recherchent des articulations étroites avec les dispositifs de rénovation pour que ce soit pérenne. Donc à Grenoble par exemple avec Murmure, le dispositif Murmure, qui est un des acteurs avec lequel est travaillé ce projet. Et l'objectif du coup c'est d'accompagner les ménages depuis le repérage jusqu'à la réalisation. Et donc c'est bien l'idée de ne pas perdre la dynamique qui s'engage, puisqu'on parle de programmes qui peuvent être engageants et assez longs dans le temps à voir se réaliser. Donc le projet, en fait, il propose un accompagnement technique. Donc là, on va réaliser des diagnostics, c'est peut-être parlant. Un accompagnement social qui va soutenir du coup l'impression qu'ont les ménages des fois de ne pas s'y retrouver dans l'ensemble de leur démarche. Et donc le programme va aussi proposer ce soutien-là. Un éclairage, un soutien pour la réalisation aux démarches et un accompagnement financier pour alléger le coût des travaux. Voilà, le process, peut-être rapidement et après je passerai la parole, c'est de se dire que pour reprendre un process classique de projet de ce type, on a donc l'identification de la copro, donc c'est Solia, avec le CCAS, qui repère les copropriétés qui peuvent être concernées par ce dispositif. Ensuite, Solia fait l'accompagnement que je vous ai cité, donc l'accompagnement social, l'accompagnement financier. Le financement, pour le coup, à Grenoble, c'est la métropole, c'est le CCAS avec le fonds que je vous ai cité, qui peuvent abonder pour le travaux des propriétaires. La réalisation, c'est Solia qui s'engage à la suivre, et le suivi, c'est Solia encore derrière. Donc à chaque fois, on va chercher dans les étapes de process d'accompagnement la place, où est la juste place de chacun pour que, et du coup dans l'infographie c'est la zone centrale que vous voyez, pour que l'animation territoriale se fasse en bonne articulation avec les propositions qui sont celles qui vous sont présentées. Voilà. Merci Thomas. Et même question côté Bail Rénov', est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu comment se passe la démarche et quel accompagnement ça permet
aussi bien du point de vue des propriétaires bailleurs que des locataires? Déjà, ce que je trouve vraiment très intéressant avec ce schéma, et ça avait complètement écho avec la prise de parole précédente, c'est qu'on voit bien que en fait, ces dispositifs, ils sont cohérents parce qu'ils sont gérés par les mêmes opérateurs locaux. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à mettre en avant ici, c'est que c'est aux opérateurs de créer ce parcours des ménages pour qu'il y ait vraiment un réel, il y a un panel d'actions. À la fois, il y a différentes actions qui sont menées, il y a différents publics qui sont menés, et tout ça en pleine cohérence entre tous les dispositifs. Et donc, ça permet vraiment une complémentarité des parcours. On va orienter les ménages vers tel et tel dispositif en fonction de leur profil, en fonction de leurs besoins, en fonction de où ils sont aussi dans le parcours. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, chacun des dispositifs va venir accompagner le ménage à des moments différents de son parcours. Et du coup, il n'y aura jamais en fait une rupture de l'accompagnement du ménage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, qu'on a pu observer sur les territoires. Pour les élus locaux, Bayrénov, comme je disais précédemment, il est vraiment, c'est un moyen en fait de renforcer à la fois l'aller vers, premièrement, l'aller vers donc les propriétaires bailleurs, et ensuite le passage à l'acte. Pourquoi c'est un dispositif d'aller vers Bayrénov, on vient abonder en moyens supplémentaires, en actions supplémentaires, et on va venir toucher des cibles qui ne sont pas forcément prioritaires dans les dispositifs existants. Et en fait, on a plusieurs modèles un peu d'intégration sur l'organisation qui est préexistante. Soit il y a déjà des dispositifs d'aller vers, des dispositifs d'accompagnement déployés sur le territoire. Dans ce cas-là, Bayrénov se met à la disposition de l'existant, et on va venir agir sur des cibles spécifiques qui ont été identifiées par les opérateurs déjà en place sur le territoire. Et donc nous, on va venir abonder sur ce qui ne se fait pas encore. Ou alors, il y a une zone blanche. Et dans ce cas-là, Bayrénov vient complètement abonder sur cette zone. Et tout ça est vraiment une offre gratuite, à la fois pour les collectivités et pour les ménages. Dans le déploiement même de Bayrénov, il y a une dimension partenariale très forte, puisque le programme est déployé par un consortium d'acteurs. Donc, comme on l'a dit, potentiellement 4 associations. En Isère, c'est l'ADIL, la Chambre locale de l'UNPI et Solia qui déploient le programme. Et le déploiement du programme, il se fait toujours en partenariat avec les collectivités. Ça, c'est vraiment le premier, c'est le b.a.-ba du déploiement du programme. Ensuite, donc, avec le CCAS sur certains départements, avec les CAF, Action Logement, les fournisseurs d'énergie, les agences immobilières. Enfin, en fait, il y a tout un panel d'acteurs qui est sollicité, mobilisé par le consortium local pour justement réussir à identifier ces propriétaires bailleurs pour les accompagner par la suite. Donc ça rejoint complètement aussi ce terme d'animation territoriale, où en fait chaque dispositif, on voit bien, participe à cette animation territoriale, et il n'y a jamais trop d'animation territoriale entre tous les acteurs qui sont mobilisés. Si je vous donne un peu des chiffres à date, aujourd'hui, Bayrénov, c'est 6000 visites du logement réalisées donc, depuis 2024. C'est plus de 300 ateliers d'information réalisés sur l'ensemble du territoire. En Isère, ça concerne plus de 120 logements et une dizaine d'ateliers collectifs réalisés. Donc voilà, on sent le déploiement national, il est progressif. Ça fait seulement 1 an qu'on est vraiment sur tout le territoire. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer en quoi Bayrénov, c'était un dispositif d'aller vers. Maintenant, je vais revenir sur un peu trois enjeux vraiment importants pour nous. C'est qu'on a fait plusieurs retours d'expérience maintenant depuis 2 ans de déploiement, et on voit bien que Bayrénov, ça permet de renforcer le passage à l'acte, et sur 3 points. Le premier, c'est la phase amont de l'accompagnement, qui aujourd'hui en fait était rarement valorisée, surtout dans le cadre des propriétaires bailleurs. Et en fait, cette phase amont, elle est centrale, elle est essentielle dans l'engagement d'un propriétaire bailleur dans un projet de travaux, parce que c'est un temps long en fait d'accompagner un propriétaire bailleur. C'est pas du tout le même temps d'accompagnement d'un propriétaire occupant. C'est vraiment un public spécifique à aller accompagner. Deuxième motivation de renforcer justement le passage à l'acte, c'est de délivrer une information
actualisé, local, parce qu'en fait, un projet de rénovation énergétique n'a pas du tout la même construction d'un territoire à un autre. Et enfin, c'est une information personnalisée. On ne va pas s'adresser à un propriétaire bailleur de la même façon si on est dans le cas d'une monopropriété, d'une copropriété, d'une maison individuelle, le type de chauffage qui est prédominant dans le territoire, etc. Enfin, il y a vraiment plein d'informations et d'enjeux à prendre en compte qui sont vraiment très territorialisés. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les acteurs locaux qui déploient le programme. Et enfin, la dernière action vraiment centrale pour BayRénov', c'est cette fameuse visite du logement qui est gratuite et sans engagement pour le propriétaire bailleur. Et on voit que c'est vraiment cette action qui permet d'ancrer le propriétaire dans un projet de travaux, puisqu'en fait, c'est clairement de la prospection hyper qualifiée. Dès le début de son parcours, on va lui proposer un pré-diagnostic de son logement sans engagement. Donc voilà, donc il a un premier niveau d'information qui est fait et c'est à lui de continuer ou pas. Mais ça, il y a quelque chose aussi de très... voilà, le propriétaire, je sais que c'est quelque chose qui lui plaît. Et en fait, on voit dans les taux de transformation avant et après BayRénov' qu'il y a beaucoup plus de dossiers qui sont réalisés parce que cette phase amont, justement, elle a été valorisée à la fois pour le ménage et pour les opérateurs qui déploient le programme. Merci. Il reste 3 minutes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question qu'il aimerait poser ou qu'elle aimerait poser. Pas forcément. C'est pas forcément un format qui rend simple les interventions. Donc, l'heure de la conclusion. Donc, vous l'aurez compris, nous, on voulait vous montrer aujourd'hui, parce qu'on sait bien que les dispositifs de droit commun, MaPrimeRénov', Mon Accompagnateur Rénov', tous les dispositifs qui existent vraiment, les programmes C2E, ça peut paraître un peu nébuleux et parfois complexe pour des acteurs et notamment des collectivités territoriales de s'y retrouver. L'objet du propos, c'était de montrer qu'en fait, à travers ces programmes-là, il y a des chaînes structurées d'acteurs qui existent et qu'on encourage fortement les collectivités à adhérer à ces démarches-là, déjà parce que ça fait des financements complémentaires de leurs actions, et ensuite parce que ça permet à des acteurs qualifiés et organisés de dérouler des actions, ce qui peut quand même simplifier pour la collectivité territoriale le développement d'actions en lien avec la rénovation énergétique sur son territoire, donc la réponse à ses obligations et à ses compétences en matière de politique publique, et de manière partenariale, sans avoir à porter l'intégralité des actions. Et ça peut simplifier un certain nombre de choses. Dire aussi qu'on a parlé d'actions qui semblent déconnectées de la rénovation énergétique, telles que du suivi budgétaire, de la médiation ou ce genre de choses. En fait, dans le parcours des ménages en situation de précarité énergétique, ça fait partie intégrante d'un parcours de travaux. Parce qu'en général, on ne va pas aller chez quelqu'un, lui proposer des travaux, et puis hop, ça se déroule tout seul derrière la réalisation de travaux. En général, il y a plein d'étapes préalables dans cet accompagnement pour venir traiter un certain nombre de situations d'urgence et permettre aux ménages de cheminer aussi intellectuellement et de les rassurer. Donc il peut y avoir un delta entre la première intervention chez les gens et puis le passage à l'action de travaux qui peut sembler long, mais en fait c'est un cheminement qui est vraiment très important sur ces publics très fragiles et souvent submergés par un tas de problématiques. Et donc s'entourer à la fois de moyens financiers complémentaires et d'acteurs compétents dans les territoires, c'est la certitude de réussir à mieux cibler ces publics qui sont encore trop peu nombreux à réaliser des travaux de rénovation énergétique chez eux, alors même que la situation énergétique actuelle laisse présager quand même de futures augmentations à venir des prix de l'énergie et que c'est les publics qu'il faut protéger en premier. Protection, ça passe par la rénovation énergétique des logements. Et donc, c'est important de s'atteler à la tâche collectivement le plus vite possible. Merci pour votre attention. On espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous allez continuer à apprendre des choses intéressantes sur les autres stands. Bonne fin de journée.